Vous écoutez Dans la coulisse de, le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille du site athénaphrodite.com. Bienvenue dans un nouvel épisode. Et avant tout, j'aimerais vous remercier de votre fidélité, à l'image de Benjazel qui a laissé 5 étoiles et un commentaire sur le podcast. Je la cite. Tes podcasts sont super agréables à écouter, bien montés et surtout très intéressants, inspirants et enrichissants. Alors vraiment merci Benjazel, ça fait plaisir ce retour. N'oubliez pas que pour donner de la visibilité au podcast, laissez 5 étoiles et votre commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. C'est un petit geste pour vous, mais énorme pour moi, car c'est ainsi que vous pourrez soutenir mon travail et m'aider à le continuer gratuitement. Aujourd'hui, c'est la coulisse de Maëlie Paris, et donc je reçois Amélie, sa fondatrice. Cette jeune femme de 30 ans qui se décrit comme étant enthousiaste et passionnée, aime vivre pleinement, créer et mettre son énergie au profit des autres. Découvrons ensemble Amélie et la marque aimant éternellement la liberté. Alors Amélie, quel a été ton parcours scolaire avant de te lancer dans la couture ? Alors, moi, à la base, je viens pas du tout du monde de la couture, puisque j'ai fait des études très générales. Enfin, j'ai commencé par un bac S, ensuite j'ai fait un diplôme de comptabilité et de gestion et un master en finance, donc très loin du monde de la mode et de la couture. Et du coup, après, j'ai travaillé, moi, 5 ans en finance dans des plus ou moins grosses entreprises. Donc, je suis passée dans des gros cabinets d'audit, ensuite dans des startups ou dans des moyennes entreprises. Mais la couture, j'ai toujours eu ça dans un petit coin de la tête puisque j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et en fait, mon parcours scolaire, à la base, je m'étais plutôt orientée vers un bac pro spécialisé dans la mode. Donc, j'étais inscrite et je devais y aller. Et juste avant la rentrée scolaire, mon prof principal m'a convaincue et a convaincu aussi mes parents de changer d'orientation et d'aller dans des études plus générales et voilà, un peu un parcours classique, bac S, etc., comme je suivais bien à l'école. Chose que j'ai suivie, mais toujours en me disant que j'allais un jour revenir vers ce monde de la mode et de la couture. Donc là, après 5 ans en finance et pas du tout de créativité dans mon métier, j'ai décidé de revenir vers ce monde de la mode et de la couture. Et comme ça, tu as complètement délaissé la couture pendant 5 ans ? En fait, oui, c'est deux mondes qui vont pas trop ensemble, puisque dans la finance, surtout dans mon métier, j'appliquais vraiment des règles sans aucune créativité et sans imaginaire. C'est vraiment un suivi de process et voilà, on suit à la règle toutes les règles justement. Et du coup, j'ai fait beaucoup de couture de mes 10 ans à mes 15 ans. Et après, dans mes études générales, donc dans ma licence et mon master, en fait, ça m'a demandé beaucoup de travail. Et du coup, là, j'ai dû délaisser la couture et toute ma partie créative. Ensuite, dans mes jobs aussi, c'était des jobs très prenants où on travaille de 9 heures à 20 heures, 21 heures le soir. Donc là aussi, dans cette période-là, j'ai pas forcément eu beaucoup de temps pour tout ce qui était couture et travaux manuels. Mais du coup, j'ai repris, maintenant ça fait 2 ans et demi que j'ai lancé Maëlie, mais j'ai dû reprendre 2 ans avant, donc ou 2, 3 ans, donc ça doit faire 5, 6 ans que j'ai vraiment repris parce que justement, dans mon métier, j'avais pas cette part d'évasion, de créativité et ça me manquait beaucoup. Après, j'habitais à Paris. Donc, à Paris, les activités manuelles, c'est toujours plus compliqué puisqu'on a des petits apparts. Donc, pour ramener la machine à coudre, les tissus et tout ça, ça prend tout de suite de la place. Donc, il a fallu faire des compromis avec, avec mon compagnon, donc c'est Nicolas, qui travaille aujourd'hui dans la couture. Donc, c'était un premier pas pour lui dans ce monde de la couture. Mais du coup, j'ai installé ma machine et je m'y suis remise. Et je crois qu'un an et demi après, il y a eu le confinement où là, comme tout le monde, c'était un moment idéal pour se remettre à fond dans la couture. Donc, je m'y suis vraiment mise. Et voilà. Et après, c'était un moment où je ne me retrouvais plus non plus dans mon travail. J'avais cette petite graine dans ma tête depuis bien longtemps qu'un jour j'allais revenir dans ce milieu-là. J'avais fait un peu le tour de mon job et du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour me lancer dans cette aventure. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton emploi pour suivre ta passion ?
Alors, ce qui m'a poussée à suivre ma passion, c'est que je regrette pas du tout les études que j'ai faites parce que justement, j'ai été en contact de plein de personnes qui se sont lancées à leur compte. Quand j'étais en cabinet d'audit, en fait, j'allais auditer toutes les startups et toutes les associations. Donc, j'étais au quotidien avec des personnes qui s'étaient lancées, qui avaient osé lancer leur propre business. Et ensuite, en start-up, c'était beaucoup de jeunes et il y avait un gros turnover dans cette start-up, mais c'était bien parce que toutes les personnes qui partaient, et il y en avait pas mal qui partaient pour lancer leur propre entreprise. Et en fait, à un moment, moi, je tournais en rond un peu dans mon poste. Et du coup, je pense que toutes ces personnes qui avaient osé lancer leur business m'ont un peu influencée et m'ont donné envie de moi aussi créer ma propre voie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai quitté mon emploi et je me suis lancée dans cette entreprise qui est Maëlie Paris. Oui, puis je suis sûre que ton expérience dans la finance doit quelque part te servir dans ton activité. Oui, oui, au quotidien, c'est vrai que enfin, toute la partie créative, c'est super bien, mais il faut aussi, enfin, il y a 80% du temps qui est savoir gérer un business, savoir gérer une trésorerie, gérer des fournisseurs, des achats, etc. Et du coup, ça, c'est tout ce que j'ai vu avant. Donc, je remercie quand même mes études qui m'ont permis d'avoir un bagage de connaissances suffisant pour mener mon entreprise. Comment tu as découvert la couture et qu'est-ce qui t'a initialement attiré vers cet art? J'ai pas forcément de souvenir d'un moment précis où j'ai vu la machine à coudre et je me suis dit j'y vais, je me lance. Mais juste quand j'étais petite, je passais énormément de temps avec ma cousine chez ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle avait une boîte à boutons qui, avec ma cousine, ça nous fascinait et on passait des heures à les trier, à les compter, à les mettre par couleur, etc. Mais sans but précis. Mais du coup, on jouait avec des boutons, on jouait dans sa mercerie. Elle avait beaucoup, beaucoup de choses de couture et de mercerie, puisque elle, elle avait étudié ça à l'école. Et du coup, à l'époque, c'était inné, on avait ça dans notre parcours scolaire. Et en fait, du coup, j'ai passé des heures dans l'univers un peu de cette couture, de la mercerie. Et ensuite, un jour, je me suis mise devant la machine à coudre. Donc ça, c'était plutôt chez mes parents. J'ai pas été accompagnée de ma grand-mère, mais plutôt de ma mère, qui, elle, avait une machine et qui faisait des petites réparations, des ourlets, etc. Et du coup, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie d'apprendre à coudre. Et donc, je n'ai plus de souvenirs à 10 ans de par quoi j'ai commencé, mais je sais que j'ai vite fait des vêtements. J'ai déjà commencé l'upcycling à cette époque parce que je récupérais un peu des draps, des bouts de tissu, etc. que je raccommodais. Donc mes pièces, elles sont un peu loufoques et elles sont pas très belles et pas très portables. Mais voilà, j'avais cousu un pantalon, un top, une jupe, etc. Et je sais que j'avais organisé un petit défilé de mode avec toutes mes cousines et toutes mes créations à l'époque. Et ça, j'ai plein de photos et plein de souvenirs et c'est marrant de revoir ça après. Alors je confirme, Amélie m'a envoyé une photo d'un de ses premiers pantalons upcyclés. Franchement, c'est à voir. Et d'ailleurs, je pense qu'on partagera ça avec vous très prochainement sur les réseaux sociaux. T'étais déjà dans l'upcycling en fait. Oui, oui, enfin, à l'époque, c'était plutôt pas souci économie où j'avais pas forcément de budget pour aller acheter des nouveaux tissus. Et comme dans mon tempérament, j'aime que les choses aillent vite, je pense que je prenais ce que j'avais sous la main pour réaliser mon idée au plus vite. Voilà, mais c'est marrant, oui, en fait, enfin, du coup, j'ai eu 30 ans dernièrement. Du coup, tous les invités m'offraient un souvenir qu'ils avaient eu avec moi. Ils ont retrouvé toutes mes créations et du coup, ils me les ont offertes parce que c'est vrai que j'avais pas remis la main dessus depuis très très longtemps. Et du coup, j'ai eu ça comme cadeau, donc c'était un souvenir qui a beaucoup de sens aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'y ait plus de travaux manuels dans les cycles scolaires de nos jours? Je pense à la couture, mais à autre chose aussi. Aujourd'hui, je pense que ce serait enfin, vraiment génial de remettre ça au goût du jour, mais que les hommes et les femmes apprennent la couture, que les hommes et les femmes apprennent les travaux d'électricité,
En fait, de réapprendre toutes les bases et surtout en couture où on voit aujourd'hui qu'il y a énormément de vêtements qui sont jetés juste parce que il y a un bouton de sauter, une fermeture éclair, un petit trou, etc. Alors que si on avait appris juste le b.a-ba, les bases de la réparation de vêtements, bah, il y aurait beaucoup moins de déchets textiles, je pense. Bah, du coup, moi, je trouve ça très dommage qu'il y ait plus, ce savoir-faire, bah, appris à l'école. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut apprendre ça, enfin, faut quand même être engagé, se former, regarder des tutos vidéo. Alors que si c'était, 1 heure à l'école quand on était plus jeune, bah, c'est quelque chose d'acquis et sur lequel on se pose même pas de questions, en fait. Un vêtement, sur lequel il y a un trou, bah, on le répare et c'est évident. Donc, oui, je pense que ce serait, nécessaire, mais pas forcément que de la couture. Oui, vraiment savoir faire, vraiment toutes les bases, de la vie, en général. Oui, je vois, ce seraient les travaux manuels pratiques, mais non genrés. Tout à fait. C'est important parce que justement, il y a peu de d'hommes à la couture et du coup, enfin nous, par exemple, avec Maëlie, quand Nico, il m'a rejoint, vraiment, j'aurais pas parié une seule fois qu'il se mette à la couture parce que, justement, il a pas l'habitude des travaux manuels, d'être aussi précis avec ses mains et d'avoir la patience aussi. Et du coup, au début, quand je lui ai dit: «Mais, ce serait trop bien que tu, te mettes à la couture, que tu montres que c'est accessible et pour tout le monde». Parce que moi, j'avais mon expérience et quand on s'adresse à des débutants, bah, moi, ça me paraît évident, alors qu'un débutant, ça va pas lui paraître évident. Donc là, on s'est dit avec Nicolas qui, lui, a 0 expérience, ça va être super intéressant comme ça, lui, il part de zéro et il montre que, bah, justement que c'est possible et ça a beaucoup plu sur les réseaux puisque, bah, on n'a pas l'habitude de voir des hommes et heu et voilà et au début, c'était hyper dur pour lui de, tenir une épingle, enfiler, l'aiguille et cetera parce que, bah, enfin, la dextérité des doigts, c'est quelque chose qui s'apprend, au fur et à mesure. Mais là, je crois que ça va faire 1 an là qu'il a commencé, c'était en juin dernier et on voit la progression donc c'est cool et il commence à aimer ça. Si tu devais choisir un seul outil de couture ou un matériel que tu ne pourrais jamais remplacer, ce serait lequel et pourquoi? Je pense que ce serait, mes ciseaux de couture parce que, longtemps je me suis, en fait, enfin, je pense que c'est vraiment important d'avoir de superbes ciseaux, des super bons et longtemps je me suis, contentée d'avoir, des ciseaux, enfin bon marché, voilà, avec lequel j'arrivais à couper. Mais vraiment, depuis que je suis passée sur des excellents ciseaux, ça change la vie. Ça va beaucoup plus vite, toute la préparation des tissus, elle est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus précis et une fois à la couture, bah, ça se passe, carrément mieux et même c'est une étape agréable, la découpe avec de superbes ciseaux. Donc moi, c'est vraiment mes ciseaux que j'adore et qui me suivent partout. Et elles sont toujours dans ma valise. Elles te suivent partout en fait. Et qu'est-ce qui caractérise une bonne paire de ciseaux pour toi? C'est des ciseaux, enfin moi, c'est une marque japonaise qui est réputée et qui, enfin voilà, les couturières professionnelles, elles l'utilisent. Donc déjà, bah, c'est, ne pas lésigner sur le prix peut-être du ciseau parce que c'est des ciseaux qui sont à une centaine d'euros, donc c'est vrai que c'est un investissement, mais vraiment, je vous assure, ça fait la différence et ensuite, bah, c'est vraiment bien entretenir, ces ciseaux, par la suite, donc vraiment couper seulement du tissu avec et bah, les aiguiser, je dirais au moins 1 fois par an. Est-ce que tu peux nous décrire Maëlie Paris et tout ce qui caractérise ta marque? Maëlie Paris, c'est une marque de mode upcyclé à porter ou à coudre et donc nous, notre principe, c'est qu'on propose, des modèles qui incitent à l'upcycling et qui sont faits, la majorité en 100 upcycling et donc on va les proposer soit en mini-série fabriquée en France, donc vraiment en circuit court ou alors on va les proposer à coudre où là, notre offre, elle se compose de patrons de couture, de kits couture où là, vous avez tout le matériel inclus plus, le patron pour faire son propre vêtement et aussi on pensait pas que ça allait bien fonctionner, mais ça fonctionne hyper bien tous les mois. On propose, des ventes de tissus vintage où en fait, bah, pour ne rien perdre, tous les coupons qu'on n'a pas réussi à mettre en production parce qu'on a aussi, des contraintes où,
l'upcycling, souvent on fait des produits uniques, mais ça va coûter super cher. Donc nous, on essaye de faire des mini-séries pour réduire les coûts, mais du coup, il nous faut un certain nombre de matières. Dans les kits, c'est la même chose, mais en fait, il reste toujours des coupons uniques qui sont magnifiques et qu'on n'a pas envie qu'ils finissent à la poubelle. Donc c'est ces coupons-là qu'on propose en vente pour les couturières. Quelle est la philosophie derrière tes créations et ta marque? La philosophie est vraiment notre mission au quotidien, c'est de démocratiser l'upcycling. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on a envie d'inciter les gens à aller vraiment chercher dans leur penderie et dans leur placard avant d'aller acheter à nouveau, puisque réduire notre impact, ça passe par réutiliser tout ce qu'on a chez nous, puisque on achète et on pose ça dans un coin, on jette ou on donne, mais en fait, la meilleure manière de réduire son impact environnemental, c'est vraiment de réutiliser ce qu'on a. Et que souvent, les gens, ils sont en manque d'inspiration ou en manque d'idées nouvelles ou d'envie même de revaloriser ce qu'on a chez nous. Donc, nous, on est là pour changer ça et pour inspirer les gens à faire de l'upcycling et à rendre ça joli. C'est quoi la mode circulaire pour toi et comment ça se reflète dans tes produits? C'est vraiment aller analyser chaque impact dans son mode de fonctionnement. Donc nous, par exemple, on a supprimé la partie au maximum de la production, donc ça économise l'énergie et toutes les ressources naturelles utilisées pour produire la matière. Donc nous, on a supprimé tout ça en faisant de l'upcycling et en récupérant que de la matière qui est déjà fabriquée. Donc ça va être toute la production. Ensuite, quand on va modéliser un patron, on va le penser justement pour favoriser l'upcycling. Donc, il va y avoir un certain nombre d'empiècements ou alors ça va être plutôt de l'inspiration. On va avoir un patron spécial pour utiliser des petits napperons, des petits coupons. Donc, en fait, vraiment, quand on le pense, on essaye que derrière, la personne, elle puisse réutiliser quelque chose qu'elle a chez elle ou qui est délaissé. Et donc, dans notre production, c'est pareil. Et ensuite, pour la production, nous, on fait faire tout en France pour que ce soit vraiment très proche de chez nous. Donc, nos ateliers, ils sont là, on a déménagé à Bordeaux. Et moi, je suis d'Angers, donc je vais souvent sur Angers. Et nos ateliers sont à Nantes et près de La Rochelle. Donc, c'est vraiment à côté. On peut se déplacer hyper régulièrement pour aller les voir, pour discuter avec elles. Donc, ça, c'est une proximité qu'on n'a pas si on fait fabriquer à l'autre bout du monde. Donc, c'est des coopératives féminines ou des ateliers d'insertion professionnelle. Donc, on sait qu'en faisant travailler ce type de personnes, on a un impact aussi sur la société en France. Enfin, on leur donne du travail et ça, c'est hyper important. Et donc, une mode circulaire, c'est toute cette phase de production, mais c'est aussi la phase de vie du produit. Ah oui, et comment? On se charge du cycle de vie du produit, mais notamment de sa fin de vie. Et donc, c'est là où on va avoir un impact d'apprendre aux personnes de réparer, de réutiliser leurs vêtements, de leur donner une seconde vie. Et aussi, nous, dans notre production, on essaye de favoriser les matières naturelles pour que on ne sait jamais si ça arrive que le vêtement soit jeté. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a peu de revalorisation derrière, en fait. Souvent, les vêtements, ils sont exportés en Afrique, en Amérique du Sud, et ils finissent dans des décharges à ciel ouvert. Donc, sur ça, on essaye d'utiliser un maximum de matières naturelles pour que ce soit pas du polyester et que ça finisse en microplastique, etc. Donc, c'est vraiment ça, une mode circulaire, c'est analyser chaque impact et réfléchir comment on peut mieux faire pour que la mode ait moins d'impact sur l'environnement et sur la société et les personnes qui y travaillent aussi. Quelles ont été les influences, on va dire majeures, qui t'ont encouragé à poursuivre la couture comme carrière? Quand j'ai voulu créer Miley, on était deux. Donc, on avait deux personnes et on voulait créer plutôt une marque de mode et pas forcément une marque de couture. C'est juste que moi, comme j'étais dans le milieu de la couture, je sais que par exemple, comme j'ai eu conscience de l'impact écologique et social de la mode, j'ai réduit drastiquement ma consommation de vêtements et je me suis mis
vers la couture où du coup, c'est moi qui réalisais mes propres vêtements. Et du coup, quand on a créé cette marque de mode avec l'autre personne, donc qui s'appelle Valentine, qui est une de mes amies, moi, je lui avais tout de suite dit, bah, moi, j'aimerais bien mettre un volet couture où on propose les patrons des vêtements. Comme ça, bah, on touche la majorité des personnes. Ceux qui veulent s'engager envers une mode plus responsable, ils auront les produits finis. Mais ceux qui veulent coudre, bah, aussi, on les touche puisqu'on développe des patrons qui sont bah, pensés pour l'upcycling, qui incitent à réduire notre consommation de tissus ou de vêtements, etc. Donc, dans cette logique, on a pensé une marque de mode à porter ou à coudre. Et du coup, plutôt dans mes influences, c'était, pendant 6 mois, j'ai regardé, énormément de reportages, d'émissions sur, les désastres, écologiques et sociaux de la mode. Donc je me suis vraiment renseignée sur, tous les impacts de la chaîne, de fabrication d'un vêtement de A à Z. Donc que ce soit de la culture, bah, par exemple du coton ou de la matière, à la filature, à la production et cetera. Moi je me suis dit: «Bah, si je veux créer ma propre marque à mon échelle, il faut que je réduise au maximum tous ces impacts négatifs pour faire quelque chose, bah, de positif». Tu as eu besoin de suivre des formations spécifiques depuis que tu t'es reconverti dans l'upcycling et dans cette mode circulaire? J'ai passé mon CAP pour avoir CAP couture, vêtements flous pour avoir un certain bagage et être légitime, en couture. En fait, c'est ça qui a marqué, ma démission dans mon ancien job, mais j'ai intégré un incubateur spécialisé dans la mode responsable qui est basé à Lille. Et du coup, en intégrant cet incubateur, c'est ça qui m'a vraiment aidée à réfléchir à tous ces points et à mettre en place une mode, bah, la plus responsable possible. Et aussi cet incubateur, il m'a fait rencontrer un certain nombre, d'autres acteurs, de la mode responsable, ce qui nous a permis, tous, bah, avec nos idées différentes, de s'influencer et bah, de faire ressortir le meilleur et les meilleures alternatives, à une production délocalisée, à des matières plastiques, et cetera. Amélie, est-ce que tu arrives à vivre aujourd'hui de Maëlie Paris? Oui, tout à fait. Donc, nous, on a eu la chance avec Nicolas de pouvoir faire des ruptures conventionnelles et du coup d'avoir, le droit au chômage pour monter notre entreprise. Donc on était dans le parcours, entrepreneur. Moi, j'ai eu le droit pendant 2 ans à toucher les allocations, chômage qui m'a aidée à lancer Maëlie. Mais aujourd'hui, j'ai plus le droit à ces allocations puisque ça fait plus de 2 ans. Donc je me rémunère sur Maëlie. Donc ça, c'était, la première victoire de pouvoir se rémunérer, de son entreprise et de ses propres actions au quotidien. Donc on peut aussi, payer notre alternante, ça c'est trop cool. Mais là, la prochaine échéance, ça va être de pouvoir rémunérer Nicolas qui a encore son allocation chômage, voilà, jusqu'à la fin d'année. Et ça, quand on pourra en vivre, tous les 2 et tous les 3 avec toutes les personnes, enfin, qui vont nous rejoindre, ça va être, trop chouette. Qu'est-ce que tu trouves de plus difficile dans ton travail aujourd'hui? Je pense que c'est, savoir gérer les priorités puisque, bah, comme aujourd'hui on fait tout de A à Z, que ce soit sur la conception, des modèles, sur, le marketing, sur, la production, la gestion, le commercial, enfin vraiment, même, la préparation de commandes et cetera. Aujourd'hui, on fait tout de A à Z, donc c'est vraiment, savoir gérer les priorités et ne pas se faire, happer par les urgences au quotidien, quoi. Savoir prendre du recul et se di ouais, j'ai vraiment la gestion des priorités. Quand on entreprend et qu'on a sa propre entreprise, c'est dur, de se dire à la fin de la journée, «Bah, c'est bon, j'ai terminé ma journée» puisque, il y a toujours, 1000 choses à faire et du coup, il faut savoir aussi, être hyper rigoureux envers soi-même pour, bah, ne p enfin, se reposer, en fait, c'est important et heu et du coup, quand, il est 19 heures et que, on a encore 1000 choses à faire, 1000 choses à faire urgentes, c'est dur de claquer l'ordi et se dire, «Bon, bah, maintenant on se repose et on fera ça demain». Donc ça, c'est vraiment le plus difficile d'être, hyper rigoureux envers soi-même pour, ne pas que la vie pro, empiète sur la vie, perso.
À quel défi as-tu été confronté depuis que tu es devenu entrepreneur dans le monde de la mode? Comme on est une petite entreprise et qu'on a besoin de se développer, de se faire connaître, vraiment le nerf de la guerre d'une entreprise, c'est la trésorerie. Et donc, les défis, je pense, c'est de savoir où investir le mieux. Parce qu'en fait, quand on débute, on a tendance à tester un peu tout et voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas. Mais en fait, c'est très vite arrivé à un problème de trésorerie, puisque par exemple, sur les salons, on a besoin de faire du stock, donc ça, c'est de l'argent, de faire de la communication, et cetera. Et si on sort un produit qui, ne fonctionne pas bien ou ne rencontre pas, son public, c'est vrai qu'après ça va être difficile derrière de réinvestir, dans autre chose. Donc vraiment le défi, c'est, de faire un produit qui répond à toutes nos valeurs et à toutes nos normes aussi et tous nos objectifs qu'on se fixe. Donc un produit, 100 français qui respecte, on s'est vraiment mis la barre haute, donc parfois on se dit: «Oh, pourquoi on s'est donné autant de de défis?» Mais après c'est chouette de pouvoir sortir des produits, qui sont, 100 made in France, 100 upcyclés et cetera. Faire, toute la com, nécessaire dessus, donc la communication, souvent ça a un coût et il faut que derrière ça fonctionne et oui, qu'on puisse le vendre pour pouvoir après réinvestir et sortir des nouveaux produits. Vraiment ça, c'est le défi au quotidien, de pas se tromper et de faire les bons choix. Alors, tu parlais de faire des bons choix, de ne pas se tromper. Bon, j'imagine que tu t'es déjà trompé. Est-ce que tu es capable de nous donner un exemple de quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou en tout cas pas comme tu le pensais? Oui, j'ai un exemple, donc pas forcément c'est pas un énorme flop, mais c'est, vraiment quand on sort des collections, ça demande beaucoup de temps et d'énergie de sortir des collections. Donc, on a choisi de faire 2 collections par an avec 4 nouveaux patrons parce qu'on ne pourrait pas tenir le rythme de sortir, par exemple, un patron par mois et de faire toute la com qu'il y a derrière, et cetera. Donc, on choisit de sortir 4 patrons, mais ces 4 patrons, c'est hyper dur d'avoir la même communication, sur les 4. Sauf que derrière, en fait, ça va avoir un impact énorme sur les ventes et la dernière collection, on a délaissé complètement, un patron sur lequel, on n'a pas, cherché à le faire coudre, par exemple, par des influenceuses, on n'a pas sorti de nouvelles versions, on n'en a pas forcément parlé et là, ça a vraiment un impact sur les ventes derrière, de ce patron où, on en a vendu, 1/3 de ce qu'on a vendu sur les autres patrons qu'on a beaucoup plus mis en avant et cetera. Donc on voit vraiment que, c'est beau d'avoir des idées, de sortir un nouveau patron, mais si derrière on fait pas une bonne communication, personne va connaître ce patron et du coup les ventes, vont être à zéro et on va pas rentabiliser tout le temps, qu'on a passé pour, le développer, faire le guide, faire la vidéo et cetera. Oui, c'est un tout en fait. Alors, tu as dit que tu venais de la région d'Angers et Oui. je me suis souvenu que j'ai vu une collaboration passer avec Carole Rampinetta, Oui. qui est à Angers aussi et que j'ai déjà interviewé dans l'émission. Est-ce que tu envisages d'autres collaborations prochainement avec d'autres créateurs ou créatrices? Oui, là avec Carole, j'ai adoré, faire ça avec elle parce que oui, on vient toutes les 2 d'Angers. Sur Angers, je mets en place, plein d'ateliers couture, notamment, j'en fais tous les 15 jours dans une donc ça s'appelle la Cité des Soins et c'est un endroit où, les personnes atteintes du cancer du sein viennent pour se reconstruire, mais hors du milieu médical. Donc il y a plein d'activités qui leur sont proposées et notamment la couture et par exemple, Carole, elle me donne ses chutes de production pour qu'on puisse après confectionner, des choses, en atelier. Donc il y a ça et il y a aussi chaque année au mois de juin, je j'organise des ateliers de couture intergénérationnels sur les bords de Loire. Donc ça se passe souvent entre Angers, Nantes et Tours. Et du coup, l'année dernière, Carole, elle m'avait accompagnée sur, un des ateliers et donc c'est là où on avait fait, la connaissance et sur les salons de fin d'année, on s'est retrouvés en face et du coup, c'est là où on s'est dit: «Mais, trop chouette, on va pouvoir, faire quelque chose ensemble». Moi, je rêve de sortir un kit couture, sans machine à coudre parce que souvent sur les kits, les personnes, leur premier frein à se mettre à la couture, c'est que faut investir dans une machine et tout le monde, n'a pas les moyens financiers d'investir. Donc moi, j'avais envie de sortir un kit, sans machine à coudre pour montrer que, c'est possible, avec une aiguille et donc j'avais, upcyclé cette soie, super belle
pour faire un kit foulard, mais j'arrivais pas à trouver la bonne personne pour l'illustrer. Et donc, Carole, ça a été une évidence puisque on s'était rencontrés tout au long de ce parcours, comme je vous ai expliqué. Et du coup, j'ai vu qu'elle illustrait des superbes foulards sur son stand et on s'est dit, on va collaborer ensemble. Donc, c'était vraiment facile et voilà. Et après, on s'entend super bien. Et par exemple, donc, dans ce kit foulard, il nous fallait une aiguille et on est allé chercher les fabricants d'aiguilles les plus performants en France. Donc, il y a Boin qui nous a accompagnés aussi sur cette collaboration. Donc, c'est super chouette parce qu'on a pu rassembler vraiment nos 3 savoir-faire. Donc, nous, la mise en kit et la recherche de la matière première. Carole, le dessin à l'aquarelle et voilà toutes ces couleurs. Et Boin, qui nous a fourni toutes les aiguilles pour coudre à la main. Donc moi je trouve ça trop chouette ce type de collaboration, puisque ça fait un produit trop cool, enfin trop sympa et trop cool, moi je trouve. Et du coup là pour la fin d'année, oui, on va faire 2 autres collaborations normalement. Avec enfin, je sais pas si je peux trop le dire pour le moment. Ça arrivera vers la fin d'année. Donc, ça arrivera. Il y en a un au salon CSF et il y en a un autre au PNIKIT à Lyon. Mais il y en a une, c'est une grosse marque de tissu. Et donc, on va upcycler des fins de rouleau pour pouvoir proposer un kit couture à base de ces rouleaux qui sont dans un coin et qui ne servent à personne. Et voilà, une autre collaboration qui arrivera aussi. Donc, on en a 2 autres sur la fin d'année. Tu saurais me dire la chose la plus inattendue que tu as apprise sur toi-même depuis que tu es devenue entrepreneur dans le monde de la mode? En fait, mon frein pour me lancer dans le monde de la mode et de la couture, ça a été toujours de ne pas me sentir légitime à créer, à vouloir exprimer mes idées, à les montrer aux autres, aux personnes. Enfin, c'était un peu mon petit jardin secret où je faisais de la couture, j'ai fait plein de travaux manuels, de la peinture, du dessin, etc. Mais j'ai jamais osé les montrer aux autres. Et donc là, avec Maëlie, on fait des vidéos au quotidien, on les montre à tout le monde, enfin moi je crée sans cesse des nouveaux modèles, des nouvelles collections et en fait ce qui me surprend sur moi, c'est d'avoir osé en fait montrer ça aux autres et que ça matche et ça me surprend encore tous les jours de voir que ça plaît, etc. Et du coup, je trouve ça cool et ça me motive justement à continuer et à proposer toujours de nouvelles choses. Amélie, est-ce que tu as un message à faire passer à la communauté couture? Au quotidien, en fait, on reçoit des messages en nous disant: «Oh, mais c'est trop chouette ce que vous faites, mais moi, j'y arriverai pas, je pense pas avoir le niveau» et cetera. Et moi, quand je vois Nico qui avait 2 mains gauches vraiment quand il s'est lancé à la couture, c'est vraiment de dire à tout le monde qu'il faut oser se lancer, qu'au début, c'est normal de faire des erreurs, que on est tous passés par là, mais qu'il faut persévérer et que c'est vraiment en persévérant, en faisant des erreurs, en apprenant de ses erreurs, qu'on arrive petit à petit à un résultat satisfaisant et que la couture, ça a plein de pouvoirs bénéfiques. C'est relaxant, c'est un moment où on n'est pas sur son téléphone et ça, il y en a peu aujourd'hui et vraiment enfin, ça nous rend fiers. Moi, je le vois dans mes ateliers couture pour les personnes atteintes du cancer du sein. C'est un moment où elles ont où leur estime de soi, il baisse, et cetera. Et vraiment, la couture, elles ressortent, elles sont hyper fières. Et ça, enfin, voilà, il faut se lancer dans la couture, il faut faire plein de projets, il faut tester, il faut prendre conscience de son impact sur sa consommation textile. Et voilà, on peut faire de magnifiques choses, laisser parler sa créativité, et cetera. Donc vraiment, nous, notre mantra, c'est oser. Eh bien, bravo à toi, Amélie, d'avoir osé toi aussi. Et merci d'avoir été l'invitée de l'émission Dans la coulisse 2. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci à toi pour l'invitation, c'était très sympathique. Retrouvez Amélie sur le compte Instagram de la marque, maëlie.paris. Et tous les kits à coudre, les patrons et le prêt-à-porter sont sur l'e-shop maelieparis.com. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Et pour échanger avec moi, rien de plus simple, retrouvez-moi sur athenaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. À tout de suite!